Nous allons vous présenter la séance de TD numéro 8 du chapitre Équations différentielles. Dans cette séance, nous verrons une application des équations différentielles à la mécanique. Nous vous présentons les consignes pour réaliser ce TD en distanciel. Alors, vous devrez mettre en pause régulièrement la vidéo pour vous donner le temps de prendre note des rappels, des exemples et des plans de rédaction des exercices. Afin d'être acteur de ce TD, vous pourrez aussi mettre en pause pour vous donner le temps de compléter les trous des plans de rédaction. Et ensuite, vous pourrez relancer la vidéo pour comparer avec la correction. Et s'il s'avère que vous avez fait des erreurs, eh bien, vous les corrigez à l'aide de la correction présentée. Et à la fin de la vidéo, vous devez disposer du TD rédigé sur papier. Ce qui fait qu'ensuite, si vous voulez revoir ce TD, eh bien, vous pourrez consulter vos notes papier. Dans cette séance, nous allons voir une application des équations différentielles à la mécanique. Nous allons commencer par un rappel sur la cinématique dans le plan. Nous munissons le plan d'un repère orthonormal OIJ. Nous considérons la trajectoire d'une particule M dans le plan. Nous notons M de t sa position à l'instant t. Ainsi, nous avons X de t l'abscisse à l'instant t et Y de t l'ordonnée à l'instant t. Ainsi, nous notons M de t, le point de coordonnées X de t et Y de t, qui est donc la position de M à l'instant t. Nous notons le vecteur OM de t de composante X de t et Y de t, qui est le vecteur position à l'instant t. C'est le vecteur donc qui part de l'origine O et qui pointe sur le point M de t, le point M à l'instant t. Nous notons V de t, le vecteur vitesse à l'instant t, que nous plaçons en point M de t, et ce vecteur vitesse est tangent à la trajectoire au point M de t. Et nous notons donc A de t, le vecteur accélération au point M de t, et le vecteur accélération désigne le centre de courbure de la trajectoire au point M de t. Nous rappelons que le vecteur vitesse à l'instant t est égal à la dérivée par rapport au temps du vecteur position. Nous notons x point de t, y point de t, les composantes du vecteur vitesse, avec la convention que x point de t désigne la dérivée de x de t, et y point de t désigne la dérivée de y' de t. Ainsi, si nous voulons représenter le vecteur vitesse dans le repère, nous verrons apparaître en abscisse x point de t et en ordonnée y point de t. Nous considérons ensuite le vecteur accélération à l'instant t, qui est égal à la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse, c'est-à-dire que c'est égal à la dérivée par rapport au temps de la dérivée par rapport au temps du vecteur position, puisque nous avons vu que le vecteur vitesse est égal à la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Donc nous pouvons dire que nous réalisons l'opération de différenciation deux fois, donc on peut mettre d2, et nous voyons ici les dt qui se multiplient. Donc nous avons dt fois dt, donc nous avons d2 du vecteur position, divisé par le carré de dt. On peut dire aussi dt au carré. Ainsi, le vecteur position a pour composante x point de t, y point de t, avec x point de t qui désigne la dérivée seconde de l'abscisse x à l'instant t, et y de point qui désigne y seconde de t, c'est-à-dire la dérivée seconde de l'ordonnée à l'instant t. Ainsi, si nous voulons représenter le vecteur accélération à l'instant t dans le repère orthonormal OIJ, nous verrons apparaître en abscisse x 2 points de t et en ordonnée y 2 points de t. Nous allons par la suite considérer la feuille de travaux dirigés qui se nomme Équation différentielle 5. Cette feuille commence par un rappel qui rappelle le principe fondamental de la dynamique, c'est-à-dire que si on considère un mobile de masse m se déplaçant dans le plan, et que la somme des forces extérieures appliquées à ce mobile est notée ainsi, donc sigma comme somme, donc somme des forces extérieures, alors le principe fondamental dynamique énonce que ma, donc la masse fois l'accélération, est égale à la somme des forces extérieures. Nous présentons l'exercice que nous allons étudier. Un mobile grand M de masse petit m arrive à l'instant initial t égale 0 au point grand O sur une surface rugueuse plane avec une vitesse initiale donnée par vecteur V0 qui est égal à V0 fois vecteur I. Donc il faut voir ici que V0 flèche est un vecteur et V0 sans la flèche c'est un nombre. Alors, donc si nous regardons, nous avons ici le point grand O, nous avons ici donc le vecteur I qui dirige l'axe d'abscisse et le vecteur grand J qui dirige l'axe d'ordonnée.
Alors, le point M arrive à l'instant t égale 0 au point grand O, au point O. Et à l'instant t égale 0, le point M a une vitesse donnée par le vecteur V0. Et donc, le point M arrive sur une surface qui est rugueuse. Et donc, quand il y a cette surface va opposer une force de frottement qui est égale à moins k fois la vitesse. C'est-à-dire que la force de frottement est donc proportionnelle à la vitesse du mobile M. Donc, le point M arrive au point O et il avance. Et au partir du moment où il commence à avancer sur la plaque rugueuse, donc il lui est opposé une force de frottement qui fait qu'il va perdre de l'énergie et que sa vitesse va diminuer. Donc il va continuer à avancer sur un mouvement rectiligne jusqu'à un moment donné où il n'aura plus d'énergie et il va s'arrêter. Donc voilà en fait le but de l'étude, ça va être d'étudier la vitesse, d'étudier l'instant où le mobile s'arrête et d'étudier la distance parcourue par le mobile avant de s'arrêter. Nous vous présentons l'étude que nous allons réaliser. On considère que le mobile est assimilable à une masse ponctuelle et on note m de t, la position du point M à l'instant t, avec x de t qui est son abscisse à l'instant t, et y de t de son ordonnée à l'instant t. Alors, à la question numéro 1, nous réaliserons l'étude cinématique en donnant les composantes de la vitesse et de l'accélération à l'aide des composantes de m de t. Et on admettra que y de t est égal à 0, c'est-à-dire que le point m de t se déplace le long de l'axe OI. 2. Et nous réaliserons l'étude dynamique. Nous établirons que cette équation différentielle est vérifiée donc par l'abscisse x. Et nous en déduirons donc l'équation horaire du mouvement, c'est-à-dire l'expression de x de t, puis nous représenterons à l'aide d'une courbe l'évolution de l'abscisse x en fonction du temps. La question numéro 3, nous déterminerons la distance d'arrêt du mobile à partir de quelle distance il parcourt avant de s'arrêter. Et 4, nous représenterons ensuite l'évolution de l'intensité b de t de la vitesse. Puis nous déterminerons l'instant t0 où la vitesse aura diminué de moitié. Et 5, donc en pratique on considérera que le mobile s'arrête lorsqu'il aura parcouru 99% de la distance d'arrêt d, et nous en déduirons l'instant t1 d'arrêt du mobile. Nous avons les données numériques, la masse petit m du mobile est égale à 500 grammes, l'intensité de la vitesse à l'instant initial v0 est égale à 20 mètres par seconde, K, le coefficient de frottement est égal à 0,02 kg par seconde, qu'on peut aussi dire que c'est 0,02 newton seconde par mètre. Nous commençons par représenter le schéma. Donc nous représentons le repère orthonormal OIJ, nous faisons apparaître la plaque rugueuse, et nous représentons le vecteur V0 qui est le vecteur vitesse à l'instant initial. Nous plaçons un point m de t à l'instant t sur l'axe OI. Nous faisons apparaître les forces appliquées à ce point, donc il y a son poids, il y a la réaction de la plaque et il y a la force de frottement petit f qui est égale à moins k fois le vecteur vitesse, et nous représentons donc le vecteur vitesse à l'instant t appliqué au point m de t. Et nous reprécisons les données. Nous allons pouvoir procéder à l'étude. À la question numéro 1, nous réalisons l'étude cinématique. Nous avons posé que le point M à l'instant t a pour composante en abscisse x de t et en donnée y de t. Nous avons vu que le mouvement du mobile est rectiligne le long de l'axe OI, ce qui veut donc dire que sa composante en donnée est nulle. Donc nous avons toujours y de t qui est égal à 0. Donc dans les composantes de m de t, nous pourrons remplacer y de t par 0. Et nous savons que les composantes du vecteur OM de t sont en fait les composantes du point M de t, mais que nous écrivons ce coup-ci en vertical. Ensuite, le vecteur vitesse est obtenu donc en dérivant le vecteur OM de t, le vecteur position à l'instant t. Donc nous écrivons le vecteur nous écrirons donc les dérivés des composantes du point du vecteur position. Et comme nous établirons que la composante l'ordonnée nulle, nous pourrons dire que le vecteur vitesse à l'instant t est égal donc i fois une valeur que nous préciserons. Ensuite, nous savons que l'accélération est obtenue en dérivant la vecteur vitesse par rapport au temps. Donc nous écrirons les dérivés des composantes du vecteur vitesse. Et encore une fois, comme la composante l'ordonnée sera nulle, nous pourrons dire que le vecteur accélération est égal à une grandeur fois le vecteur i, et que nous préciserons cette grandeur. Donc vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour ma rédaction. Nous avons dit que le mouvement du mobile M est rectiligne le long de l'axe OI,
Donc la composante effectivement ordonnée est nulle. Ainsi, lorsque nous écrivons les composantes du poème à l'instant t, nous pouvons remplacer y de t par 0 et dire que le vecteur om de t, donc le vecteur position à l'instant t, a pour composante en abscisse x de t et ordonnée 0. Ensuite, lorsque nous disons que le vecteur vitesse est obtenu en dérivant le vecteur position par rapport à l'instant t, nous écrivons que la dérivée de x de t par rapport au temps, c'est x point de t, et la dérivée de 0 par rapport au temps, c'est 0. Ainsi, nous pouvons dire que le vecteur vitesse est égal aussi à x point de t fois le vecteur i, plus 0 fois le vecteur j que nous n'écrivons pas. Ensuite, le vecteur accélération est obtenu en dérivant le vecteur vitesse par rapport au temps. Nous savons que la dérivée de x point, c'est la dérivée de x', c'est x secondes, donc c'est aussi x de point de t. La dérivée du vecteur de 0, pardon, ça vaut 0. Donc encore une fois, nous pourrons établir que le vecteur accélération sera égal donc à une grandeur fois i, qui est ici donc x de point. Nous allons maintenant pouvoir procéder à l'étude dynamique. À la question numéro 2, nous réalisons l'étude dynamique. Nous allons commencer par dresser le bilan des forces s'appliquant au mobile. Alors pour cela, nous considérons ici le schéma. Alors, nous voyons que au mobile s'applique 3 forces. Il y a le poids P, la réaction de la plaque et la force de frottement. Nous commençons par nous occuper du poids P. Alors nous savons que le poids P a pour expression P égale mg et que ce poids P est dirigé vers le bas et parallèlement à l'axe OJ. Donc nous pouvons dire que P va être égal à moins mg fois le vecteur j qui est unitaire. Nous pourrons donc donner la composante en abscisse et la composante en ordonnée du poids P. Et nous rappelons que la constante de gravitation G est égale à 9,81 mètres secondes moins 2. Ensuite, on va s'intéresser à la force de frottement, F. Nous savons qu'elle est égale à moins k fois le vecteur vitesse v à l'instant t. Nous allons donc remplacer le vecteur vitesse par ses composantes. Nous avons déterminé ses composantes à la question 1 et nous multiplierons ces composantes par moins k pour ainsi avoir le vecteur composante de f. Ensuite, nous étudierons la réaction verticale de la plaque, donc grand R. Donc nous pourrons remarquer que cette réaction aura donc une composante nulle en abscisse et nous préciserons sa composante en ordonnée. Ensuite, nous appliquerons le principe fondamental de la dynamique, donc MA égale somme des forces extérieures. Nous préciserons la somme des forces, donc en écrivant la somme des 3 forces que nous avons étudiées. Et après ça, nous remplacerons donc le vecteur accélération par son vecteur composante, et nous remplacerons chacune de ces 3 forces par son vecteur composante. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Le poids P est égal à moins mg fois le vecteur j. Donc en abscisse, la composante est nulle, et en donnée, la composante est donc le facteur de j, c'est-à-dire moins mg. La force de frottement. Nous avons vu que la force de frottement F est égale à moins k fois le vecteur vitesse v. Nous avons vu que les composantes du vecteur vitesse sont données par x point en abscisse et 0 en donnée. Nous multiplions ces deux composantes par moins k, nous trouvons que moins kx point est 0. Ensuite, si nous posons grand R, donc la norme du vecteur R, donc nous savons que la réaction est donc à une composante nulle en abscisse, nous mettons 0, et ensuite nous savons qu'elle a une composante donc positive selon l'axe des ordonnées, et que cette composante va être égale donc à sa norme R. Donc la réaction R a pour composante 0 et grand R. Ensuite, donc, nous appliquons le principe fondamental de dynamique, M égale la somme des forces extérieures. La somme des forces extérieures est égale à la somme des 3 forces, donc le poids, plus la force de frottement F, plus la réaction grand R. Nous savons que le vecteur composante du vecteur accélération, c'est donc le vecteur de composante x de point 0. Nous avons vu ça dans la question numéro 1. Nous savons que le poids P a pour composante 0 et moins mg. Nous savons que la force F a pour composante moins kx point et 0, et que la force de réaction grand R a pour composante 0 et grand R. Le principe fondamental de la dynamique MA égale somme des forces extérieures nous a permis d'établir cette égalité. Nous allons calculer le vecteur composante du premier membre et le vecteur composante du second membre en faisant donc la somme de ces 3 vecteurs. Nous pourrons alors identifier les composantes en abscisse et identifier les composantes en ordonnée. Et nous en déduirons à ce moment-là l'équation différentielle vérifiée par x et la valeur de grand R. Donc nous repréciserons l'équation différentielle obtenue. Nous pourrons préciser que c'est une équation différentielle
linéaire du second ordre à coefficient constant et sans second membre. Et nous savons résoudre ce genre d'équation. Nous savons que pour cela, nous devons résoudre l'équation caractéristique. Donc nous préciserons l'équation caractéristique associée à cette équation différentielle du second ordre. Vous pouvez mettre la vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. En multipliant ces composantes par m, nous obtenons donc mx de points et m fois 0 qui vaut 0. Nous effectuons la somme en abscisse, ça nous fait 0 moins kx points plus 0, ce qui nous donne moins kx points. Nous effectuons la somme ordonnée, moins g plus 0 plus grand R nous donne moins mg plus grand R. Par identification, nous avons ainsi que mx de points est égal à moins kx points, c'est la première équation, première égalité, pardon. Et en ordonnée, nous obtenons que 0 est égal à moins mg plus r. 0 est égal à moins mg plus r. Donc, pour la première équation, si nous regroupons tous les termes sur le premier membre, nous obtenons que mx de points plus kx points est égal à 0. Et pour la seconde équation, nous pouvons reconnaître que grand R, qui est l'inconnu de cette équation, est égal donc à mg. Nous allons surtout nous intéresser, nous, à cette équation, qui est une équation différentielle linéaire du second ordre à coefficient constant et sans second membre. Et nous considérons donc, nous allons résoudre l'équation caractéristique de cette équation différentielle du second ordre, qui est donnée donc par mr carré plus kr plus 0. Effectivement, nous remplaçons x de points par r carré, nous remplaçons x points par r, et comme il n'y a pas de terme en x, ça veut dire que le facteur de x vaut 0. Nous allons maintenant résoudre cette équation caractéristique. Nous résolvons l'équation caractéristique. Nous remarquons que nous pouvons mettre l'inconnu R en facteur. Nous aurons aussi ainsi un produit qui est nul, et nous savons qu'un produit est nul si seulement si l'un ou moins de ces facteurs est nul. Donc soit R égale 0, ou soit l'autre facteur est égal à 0. Nous déduirons que R est égal à 0 ou que R est égal à une valeur que nous préciserons. Nous obtiendrons ainsi deux racines réelles distinctes que nous pourrons nommer R1 pour la première et R2 pour la deuxième. Et nous savons alors que x sera une fonction de la forme x de t qui est égale à lambda 1 exponentielle R1t plus lambda 2 exponentielle R de t. Nous remplacerons R1 par sa valeur, R2 par sa valeur, et nous établirons que x de t est égale à une expression en t de cette forme en précisant donc les différents plans, avec lambda et lambda 2 qui sont deux constantes réelles. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis relancer la vidéo pour avoir ma rédaction. En factorisant par R, nous obtenons que R fois mr plus k est égal à 0. Ceci est vrai si et seulement si R égale 0 ou si mr plus k est égal à 0. Nous obtenons ainsi que R égale 0 ou R est égal à moins k sur m. Nous avons donc bien deux racines réelles, R1 qui est égal à 0 et R2 qui est égal à moins k sur m. Ainsi, nous pouvons dire que x est une fonction de la forme x de t égale lambda 1 exponentielle R1t plus lambda 2 exponentielle R de t, où nous remplaçons R1 par 0 et R2 par moins k sur mt. Et exponentielle 0t nous donne exponentielle 0 qui vaut 1. Ainsi, nous trouvons que x de t est de la forme lambda 1 plus lambda 2 exponentielle moins k sur mt avec lambda et lambda 2 qui sont deux constantes réelles. Et on se pose la question, mais que valent lambda 1 et lambda 2 ? Nous avons établi que x de t est de la forme lambda 1 plus lambda 2 exponentielle moins k sur mt, où lambda 1 et lambda 2 sont deux constantes réelles que nous voulons déterminer. Alors pour les déterminer, nous allons utiliser les conditions initiales, que nous allons commencer par préciser. Alors nous savons que le point M à l'instant t a pour composante x de t est 0. Et nous savons qu'à l'instant initial t égale 0, M est en l'origine, c'est-à-dire au point O de coordonnées 0 et 0. Or, nous savons calculer m de 0. Nous savons que m à l'instant t égale 0 s'obtient en remplaçant t par 0 dans x de t, et en réécrivant la seconde composante qui est nulle. Ainsi, nous pourrons dire que le point m à l'instant 0 sera égal au point de composante 0 et 0, et si et seulement si ces composantes à l'instant t égale 0 sont bien égales à 0 et 0, c'est-à-dire que x de 0 égale 0 et que 0 égale 0. Donc nous obtiendrons ainsi que x de 0 est égal à 0. Nous savons ensuite que la vitesse initiale à l'instant t égale 0 est le vecteur v0, qui est égal donc à la grandeur v0 fois le vecteur i. Nous pourrons ainsi écrire le vecteur composante correspondant à ce vecteur.
Nous savons que les composantes du vecteur vitesse à l'instant t sont x point de t et 0. Nous pouvons donc en déduire les composantes du vecteur vitesse à l'instant t égale 0 en remplaçant t par 0. Nous aurons ainsi x point de 0 et 0. Nous pourrons alors dire que le vecteur vitesse v à l'instant 0 sera égal au vecteur vitesse v0 si et seulement si ces deux vecteurs composantes sont égaux. Nous déduirons alors la valeur de x point de 0 à l'instant t égale 0. Et nous aurons ainsi établi les deux conditions initiales. Donc x de 0 égale 0 et x point de 0 égale quelque chose. Alors à vous, vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Nous savons que le point m à l'instant t a pour composante x de t est 0. Donc le point m à l'instant t égale 0 a pour composante x de 0, 0. Effectivement, je remplace t par 0. Mais je sais qu'à l'instant t égale 0, le point m étant l'origine. C'est-à-dire, je veux que le point m à l'instant t égale 0 soit égal à l'origine. C'est-à-dire au point de composante 0 et 0. Donc je veux que ces composantes soient égales 2 à 2. Donc j'ai forcément 0 égale 0. Donc pour avoir l'égalité, je dois avoir que x de 0 est égal à 0. J'ai ainsi la première condition initiale. Ensuite, avec la vitesse initiale, nous avons dit que le vecteur vitesse initiale, à l'instant t égale 0, est égal donc à v0 fois i, où v0 est ici une grandeur, un réel. Et donc ce vecteur a pour composante en abscisse v0, qui est le facteur de i, et le facteur de j, comme il n'apparaît pas, comme j n'apparaît pas, c'est donc que son facteur vaut 0. Nous obtenons ainsi que le vecteur vitesse initiale a pour composante v0 et 0. Ensuite, nous savons que le vecteur vitesse à l'instant t a pour composante x point de t est 0. Donc si je veux les composantes à l'instant t égale 0, je remplace t par 0. J'obtiens les composantes en abscisse x point de 0 et ordonnée 0. Et alors, je vais dire que le vecteur vitesse à l'instant t égale 0 va être égal au vecteur v0, si et seulement si les vecteurs composantes sont égaux. Donc le vecteur composante de v à l'instant t égale 0, c'est x point de 0, 0. Et les composantes du vecteur v0, c'est en abscisse v0, ordonnée 0. Nous obtenons ainsi que nous devons avoir 0 égale 0, ce qui est toujours lieu, et que x point de 0 est égal à v0. Nous obtenons ainsi la deuxième condition initiale. Donc les conditions initiales à l'instant t égale 0 sont données par x de 0 égale 0 et x point de 0 égale v0. Nous avons établi que les conditions initiales à l'instant t égale 0 sont données par x de 0 égale 0 et x point de 0 égale v0 pour x de t qui est de la forme lambda 1 plus lambda 2 exponentielle moins k sur mt. Et nous voulons donc déterminer les paramètres lambda 1 et lambda 2. Alors nous écrivons x, la valeur de x de 0 en remplaçant t par 0 dans cette expression. Et donc nous allons obtenir que x de 0 est égal à la somme de deux grandeurs que nous préciserons. Nous allons calculer x point de t qui est égal à x' de t. Nous allons donc devoir dériver cette expression. Nous allons devoir la dériver par rapport à t, c'est ce que nous écrivons ici. Et nous pourrons utiliser que la dérivée de exponentielle à t par rapport au temps t est égale à a fois exponentielle à t. Nous obtiendrons ainsi l'expression de x point de t, et pour avoir x point de 0, il nous restera juste qu'à remplacer t par 0 dans l'expression de x point de t. Nous obtiendrons ainsi l'expression de x point de 0. Nous pourrons donc alors transformer les contraintes x de 0 égale 0 et x point de 0 égale v0 en deux équations, en lambda 1 et lambda 2, ce qui nous permettra de déterminer rapidement les valeurs de lambda 1 et lambda 2 pour que les deux conditions initiales soient obtenues. Nous pourrons alors donner l'expression de x de t. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Nous savons que x de t est égal à lambda 1 plus lambda 2 exponentielle moins k sur mt. Nous remplaçons t par 0, donc moins k sur m fois 0 nous donne 0. Nous nous retrouvons ainsi avec exponentielle 0. Exponentielle 0 vaut 1, donc exponentielle 0 fois lambda 2 vaut lambda 2. Nous obtenons ainsi que x de 0 est égal à lambda 1 plus lambda 2. Ensuite, nous devons calculer x point de t, c'est-à-dire la dérivée de x de t, qui est x' de t. Nous devons dériver cette expression. Alors nous savons que lambda étant une constante, sa dérivée vaut 0. Donc nous devons dériver ce produit. Nous avons un facteur constant fois une exponentielle, donc là sa dérivée, ça sera le facteur constant lambda 2 fois la dérivée d'exponentielle. Donc reconnaissons ici une exponentielle a fois t, avec a qui est égal à moins k sur m, donc la dérivée d'exponentielle à t c'est a exponentielle à t, donc nous écrivons le facteur de t qui est moins k sur m fois exponentielle moins k sur mt. Nous pouvons donc dire
que x point de t est égal, si nous écrivons le moins k en premier, à moins k lambda 2 sur m fois exponentielle moins k sur mt. Nous calculons alors x point de 0 en remplaçant t par 0. Donc nous aurons encore une fois moins k sur m fois 0 qui vaut 0. Ainsi nous verrons apparaître une exponentielle 0 qui vaut 1. Ainsi x point de 0 est égal à moins k lambda 2 sur m. Nous pouvons donc dire que l'égalité x de 0 égale 0 est équivalent à dire que lambda 1 plus lambda 2 est égal à 0 car x de 0 est égal à lambda 1 plus lambda 2. Et nous pouvons dire que x point de 0 égale v0 est équivalent à dire que moins k lambda 2 sur m est égal à v0 car x point de 0 est égal à moins k lambda 2 sur m. De la deuxième égalité, nous déduisons que lambda 2 est égal à v0 fois moins m sur k. Dans la deuxième égalité, si nous isolons lambda 2, nous trouvons que lambda 2 est égal à moins m sur k v0. Ensuite, à partir du moment où nous avons trouvé lambda 2, nous savons que lambda 1 est donc l'opposé de lambda 2. Donc, pour avoir lambda 1, il suffit de changer le signe de lambda 2. Nous trouvons donc que m sur k v0. Nous avons établi que lambda 1 est égal à m sur k v0, que lambda 2 est égal à moins m sur k v0, or x de t est égal à lambda 1 plus lambda 2 exponentielle moins k sur mt. Donc nous pouvons avoir l'expression de x de t en remplaçant lambda 1 par son expression et lambda 2 par son expression. Nous pourrons alors aussi faire apparaître une expression plus simple de x de t en opérant une factorisation. Nous trouvons ainsi un facteur fois 1 moins une exponentielle. Nous chercherons ensuite à représenter l'allure des variations de x de t en fonction du temps. Pour cela, nous pourrons donner la valeur de x à l'instant t égale 0, que nous connaissons, et regarder la limite lorsque t tend vers plus infini de x de t. Donc vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. En remplaçant lambda et lambda 2 par leur valeur, nous trouvons que x de t est égal à mv0 sur k moins mv0 sur k exponentielle moins k sur mt. Nous remarquons que nous pouvons mettre mv0 sur k en facteur, ainsi x de t est égal à mv0 sur k fois 1 moins exponentielle moins k sur mt. Alors pour représenter l'allure des variations de x de t en fonction du temps, nous allons commencer par calculer x de 0. Nous avons vu dans les conditions initiales que x de 0 était égal à 0. Donc regardons la limite en plus infini de x de t, c'est la limite en plus infini de mv0 sur k fois 1 moins exponentielle moins k sur mt. Nous savons que k et m sont des grandeurs positives, ainsi lorsque t tend vers plus infini, moins k sur mt tend vers moins l'infini. Et nous savons que la limite exponentielle en moins l'infini vaut 0. Ainsi, en passant à la limite, nous obtenons mv0 sur k fois 1, c'est-à-dire mv0 sur k. Donc la limite en plus infini de x de t est égale à mv0 sur k. Nous avons placé ici mv0 sur k. Donc nous savons qu'à l'instant t égale 0, x de 0, ça vaut 0. Et nous savons que lorsque t tend vers plus l'infini, x de t va tendre asymptotiquement vers mv0 sur k. Donc nous voyons apparaître cette allure de courbe. Nous voyons ainsi apparaître cette allure de courbe pour représenter les variations de x de t en fonction du temps t. Alors, nous allons ensuite nous intéresser à la question numéro 3 qui va consister à calculer la distance d'arrêt du mobile. À la question numéro 3, nous voulons déterminer la distance d'arrêt du mobile, c'est-à-dire la distance qu'il doit parcourir avant de s'arrêter. Alors si on regarde l'évolution de x de t en fonction du temps, nous remarquons en fait que le mobile il va continuer à avancer sur une durée infinie, et à l'infini, sur un temps infini, on peut dire qu'il atteindra la distance mv0 sur k. Mais nous savons, ça c'est la théorie. En pratique, en fait, le mobile ne va pas continuer à avancer sur un temps infini, mais il va finir par s'arrêter. Et lorsqu'il va s'arrêter, la distance qu'il aura parcouru sera en fait très très proche de la distance théorique mv0 sur k. C'est pour ça que nous allons dire que sa distance d'arrêt, ça va être en fait cette distance mv0 sur k qui correspond en fait à la limite lorsque t tend vers plus l'infini de x de t, c'est-à-dire mv0 sur k que nous avons ici. Et après ça, nous réaliserons l'application numérique en calculant donc la valeur de d en remplaçant chacune des grandeurs par sa valeur. Et nous pourrons dire alors que le mobile s'arrête après avoir parcouru la distance d dont nous préciserons la valeur. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, vous prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction.
Nous avons établi que la limite en plus l'infini de x de t est égale à mv0 sur k, la question précédente. Ainsi, la distance d'arrêt d est égale à mv0 sur k. Nous calculons d. Alors nous remarquons que m est égal à 500 grammes, mais que k se mesure en kilos par seconde. Donc nous allons dire que m c'est aussi 0,5 kg. Nous disons que v0 est égal à 20 mètres par seconde et k est égal à 0,02 kg par seconde. Alors nous remarquons que les kilogrammes se simplifient, les secondes moins 1 aussi, donc l'unité que nous obtiendrons pour d sera bien des mètres. Et si nous effectuons le calcul, nous trouvons que d est égal à 500 mètres. Ainsi, nous pourrons dire que le mobile s'arrête après avoir parcouru la distance d égale 500 mètres. La question numéro 4, nous calculer l'intensité v de t de la vitesse. Alors ici, petite nuance, c'est que nous avons le vecteur vitesse et l'intensité v de t qui est en fait égale à la norme du vecteur vitesse. Alors nous savons que le vecteur vitesse a pour composante x point de t est 0, c'est-à-dire que le vecteur vitesse peut être mis sous la forme x point de t fois i. Et comme nous savons que le mobile va continuer à avancer dans le même sens, c'est-à-dire que le vecteur vitesse va toujours avoir le même sens, c'est-à-dire que la composante sur i va toujours avoir le même signe, qui sera donc positif. C'est-à-dire que la norme du vecteur vitesse sera aussi égale à la composante x point de t. Nous avons donc x point de t qui est égal à v de t, nous pouvons donc dire que le vecteur vitesse est égal aussi à son intensité v de t fois i, c'est-à-dire que l'intensité v de t est égale à x point de t. Donc pour déterminer v de t, nous devons déterminer x point de t, et nous voulons savoir ce que cela vaut. Alors nous rappelons que nous avons établi que x de t est égal à mv0 sur k le tout fois 1 moins exponentielle moins k sur mt, et nous savons que x point de t c'est en fait la dérivée de x de t. Donc pour obtenir x point de t, nous devons dériver cette expression par rapport à la variable t. Alors encore une fois, nous utiliserons que la dérivée de exponentielle à t est a exponentielle à t. Et alors, nous ferons apparaître que x point de t est égal à un facteur fois une fonction exponentielle. Et comme x point de t est égal à v de t, nous pourrons dire que v de t est égal à la même expression. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis relancer ma vidéo pour avoir ma rédaction. Nous voulons calculer x de t, qui est donc la dérivée de x de t. Nous remarquons que x de t est égal à un facteur constant, mv0 sur k, fois une fonction en t. Donc la dérivée de x de t va être égale à ce facteur constant mv0 sur k fois la dérivée de la fonction en t. Alors nous savons que 1 est une constante, donc la dérivée de 1 ça vaut 0. Et ici nous nous retrouvons donc avec une exponentielle à t, avec a qui est égal à moins k sur m. Nous savons que la dérivée exponentielle à t c'est a exponentielle à t. Donc la dérivée de l'exponentielle moins k sur mt, nous voyons apparaître donc le facteur de t moins k sur m fois exponentielle moins k sur mt. Et comme il y a un moins devant l'exponentielle, il y a donc un moins devant la dérivée. Nous allons pouvoir remarquer alors que nous avons le produit mv0 sur k fois moins par moins plus k sur m fois exponentielle moins k sur mt. Nous avons ici un produit. Nous remarquons que m apparaît à la fois au numérateur et au dénominateur, donc ça va simplifier. Les k apparaissent aussi, donc k apparaît aussi au dénominateur et au numérateur, donc les k vont simplifier. Donc il va nous rester v0 fois moins, c'est-à-dire plus v0. Nous obtenons ainsi que x point de t est égal à v0 fois exponentielle moins k sur mt. Et comme v de t c'est aussi égal à x point de t, nous avons donc que v de t est égal à v0 exponentielle moins k sur mt. Nous avons déterminé ainsi l'intensité du vecteur vitesse. Nous avons établi que l'intensité de la vitesse à l'instant t est donnée par v de t qui est égal à v0 exponentielle moins k sur mt. Nous voulons représenter les variations de la vitesse v de t, c'est-à-dire de l'intensité de la vitesse à l'instant t en fonction du temps. Alors pour cela, nous allons commencer par calculer v de 0, c'est-à-dire que nous pouvons remplacer t par 0 dans cette expression. Ensuite, nous avons la limite en plus infini de v de t. Et avec ces deux informations, nous pourrons donner l'allure de la courbe. Alors vous pouvez mettre cette vidéo en pause, le temps de compléter les blancs, puis relancer la vidéo pour avoir ma rédaction. Pour calculer v à l'instant t égale 0, nous remplaçons t par 0 dans l'expression de v de t. Nous voyons apparaître donc une exponentielle 0. Donc exponentielle 0 fois v0. Or exponentielle 0 cela vaut 1. Donc ainsi v de 0 vaut 0. Donc à l'instant t égale 0, nous sommes en v0.
Ensuite, nous considérons la limite lorsque t tend vers plus infini de v de t, c'est la limite lorsque t tend vers plus infini de v0 exponentielle moins k sur mt, mais lorsque t tend vers plus infini, l'exposant moins k sur mt tend vers moins l'infini, et la limite de l'exponentielle en moins l'infini est égale à 0. Donc ainsi, la limite en plus infini est égale au produit de v0 fois 0 qui vaut 0. Donc, lorsque t tend vers plus infini, v de t va tendre asymptotiquement vers 0. Donc nous voyons apparaître cette courbe. Nous voyons ainsi apparaître la courbe donnant l'évolution de la vitesse en fonction du temps. Ensuite, nous allons déterminer t0 qui est le temps de demi-vitesse, c'est-à-dire qui est l'instant au bout duquel la vitesse a diminué de moitié, c'est-à-dire l'instant au bout duquel elle est égale à v0 sur 2. Alors t0, nous pouvons le représenter sur la courbe, effectivement, t0 c'est l'instant au bout duquel la vitesse est égale à v0 sur 2. Alors nous voulons déterminer t0. Donc pour cela, nous allons résoudre v de t0 qui est égal donc à v0 sur 2. Pour avoir v de t0, nous allons remplacer t par t0 dans l'expression de v de t. Nous verrons ainsi apparaître une expression avec une exponentielle qui sera égale à v0 sur 2. Nous chercherons à isoler le terme exponentiel. Nous déduirons une expression de l'exposant, puis nous pourrons isoler t0. Et une fois que nous aurons obtenu l'expression de t0, nous chercherons à déterminer une valeur approchée de t0 à l'aide d'une application numérique. Alors vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Nous voulons résoudre v de t0 est égal à v0 sur 2. Comme nous savons que v de t est égal à v0 exponentielle moins k sur mt, en remplaçant t par t0, nous obtenons que v de t0 est égal à v0 exponentielle moins k sur m t0. Nous remarquons que nous pouvons diviser l'égalité par v0, nous obtenons ainsi qu'exponentielle moins k sur m t0 est égal à 1,5. Nous pouvons en déduire donc la valeur de l'exposant en appliquant ln de chaque côté. Nous savons que exponentielle a égale b, c'est seulement si a égale ln de b. Donc exponentielle moins k sur m t0 est égal à 1,5, c'est seulement si moins k sur m t0 est égal à ln de 1,5. Nous pouvons alors isoler t0, dire que t0 est égal à moins m sur k ln de 1,5. Et comme nous savons que ln de 1,5 c'est aussi moins ln de 2, nous pouvons dire que t0 c'est aussi m sur k ln de 2. Nous allons maintenant réaliser l'application numérique. Nous avons établi que t0 est égal à m sur k fois ln de 2. En application numérique, nous allons prendre pour m 500 g et pour k 0,02 kg par seconde. Donc pour calculer t0, nous allons remplacer m par sa valeur en précisant l'unité utilisée, nous allons remplacer k par sa valeur en précisant l'unité utilisée, et nous donnerons alors la valeur de t0 en précisant l'unité obtenue. Et nous pourrons dire que la vitesse du mobile aura diminué de moitié au bout de t0, au bout de la durée t0 qui vaudra ce que nous préciserons. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Comme k est en kg par seconde, nous allons donc mesurer m en kg. Donc ainsi, m vaut 0,5 kg, k vaut, nous avons dit, 0,02 kg par seconde, et le tout fois ln de 2. Nous allons donc obtenir en unité finale des secondes, et en calculant 0,5 sur 0,02 fois ln de 2, nous obtenons, en arrondissant à 10-1 près, 17,3. Donc ainsi, t0 est égal à 17,3 secondes. Nous pouvons donc dire que la vitesse du mobile aura diminué de moitié au bout de 17,3 secondes. Nous allons maintenant nous intéresser à la question 5. Nous allons calculer la date d'arrêt T1 du mobile. À la question numéro 5, nous déterminons l'instant T1 correspondant au temps d'arrêt du mobile. On convient qu'en pratique, le mobile s'arrête après avoir parcouru 99% de la distance d'arrêt D qui est égale à mv0 sur k. Nous avons établi que la distance parcourue par le mobile à l'instant t est x de t qui est égal à mv0 sur k fois 1 moins exponentielle moins k sur mt. Nous voulons déterminer donc t1, instant t1, à partir duquel donc x, la distance parcourue à l'instant t1, c'est-à-dire x de t1, soit égale à 99% de d, ce que nous avons écrit ici. Donc on va résoudre x de t1 égale 99% de d. Nous exprimerons x de t1 en remplaçant t par t1 dans l'expression de x de t. Nous obtiendrons ainsi une équation en t1.
Nous ferons apparaître donc une exponentielle que nous isolerons. Comme T1 sera à l'exposant pour obtenir une expression de l'exposant, nous utiliserons que exponentielle A égale B si seulement si A égale ln de B. Ainsi, nous pourrons avoir l'expression de T1, nous pourrons avoir l'expression de l'exposant, et nous pourrons isoler T1 et obtenir l'expression de T1. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Pour obtenir 99% de D, nous devons multiplier D par 0,99. Ainsi, nous voulons résoudre x de T1 qui est égal à 0,99 fois D. Donc pour obtenir x de T1, nous remplaçons T par T1 dans l'expression de x de T. Nous obtenons que x de T1 est égal à mv0 sur k fois 1 moins exponentielle moins k sur m T1, qui est égal donc à 0,99. Nous savons que D est égal à mv0 sur k. Nous voyons que nous pouvons diviser cette égalité par mv0 sur k. Nous obtenons alors que 1 moins exponentielle moins k sur mt1 est égal à 0,99. Nous en déduisons qu'exponentielle moins k sur mt1 est égal à 0,01. Effectivement, 1 moins 0,01 est bien égal à 0,99. Et ensuite, pour isoler l'exposant, nous allons donc appliquer à l'égalité la fonction ln. Nous obtenons donc que moins k sur mt1 est égal à ln de 0,01. D'où T1 est égal à moins m sur k ln de 0,01. Nous avons ainsi exprimé T1. Nous avons établi l'expression de T1. Nous allons maintenant réaliser l'application numérique pour donner la valeur de T1. Nous rappelons que m est égal à 500 grammes et que k est égal à 0,02 kg par seconde. Donc pour calculer T1, nous allons remplacer m par sa valeur en précisant l'unité choisie. Nous remplacerons k par sa valeur en précisant l'unité choisie. Nous donnerons alors la valeur obtenue pour T1 en donnant l'unité obtenue. Et comme T1 est une durée, nous pourrons aussi l'exprimer en minutes secondes. Et nous pourrons alors conclure sur le résultat obtenu. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Comme k est en kg par seconde, nous allons exprimer m non pas en grammes, mais en kilos. Ainsi, nous savons que m est égal à 0,5 kg, k est égal à 0,02 kg par seconde. Ainsi, nous allons obtenir une valeur qui sera en secondes. Et si nous calculons moins 0,5 sur 0,02 fois ln de 0,01, nous trouverons 115. Nous remarquons que 115, c'est aussi 60 plus 55. Nous pouvons donc dire que T1 est égal à 1 minute et 55 secondes. Nous pouvons donc dire que le mobile s'arrête au bout de 1 minute et 55 secondes. Nous avons terminé cet exercice et cette séance.